Bonjour à tous, bienvenue dans ce 4e épisode. Et oui, ça tremble un petit peu parce que j'ai froid. En fait, j'ai pas passé une très bonne nuit. À la base, je voulais partir sur un setup hamac, comme ça, et sac de couchage uniquement. Mais comme vous pouvez le voir ici, j'ai dû prendre la couverture de survie en pleine nuit parce qu'il faisait vraiment très froid, même avec mon sac de couchage qui va à 0 degré. Et le problème en fait c'est l'humidité. Dès que le sac de couchage qui est en plume prend l'humidité, après laisse tomber, ça sert plus à rien d'avoir un sac de couchage qui va à 0 degré parce que du coup ça annule complètement la capacité thermique du sac de couchage. Donc voilà, très mauvaise idée, binge, de pas avoir mis de tarp, mais bon, tant pis. Aujourd'hui, je me suis levé un petit peu plus tôt, de toute façon, j'avais trop froid, donc autant se lever. Je vais partir pour une grosse étape, alors pas très longue en distance, je pense qu'elle va faire à peu près 140 km, mais sûrement très difficile parce qu'il va y avoir pas mal de dénivelé, et surtout, je vais atteindre le point culminant de mon aventure, c'est-à-dire le puits de la Monédière à 900 mètres de dénivelé, rien que ça, ce qui est pas énorme en soi, mais c'est pas mal quoi. Disons que j'ai commencé au bord de l'océan, j'arrive à 900 mètres, bon, voilà. C'est plutôt cool. Autre point un petit peu négatif de ce matin, c'est que ma batterie externe n'a plus qu'un petit point vert sur 4, alors que je suis qu'à la moitié de mon aventure, donc il va falloir que je trouve un moyen de la recharger. Donc je vais sûrement passer chez un pote qui habite en Corrèze, ça c'est même sûr, donc je vais en profiter pour la recharger un petit peu. Et peut-être que ce soir, je vais devoir dormir dans un camping si je vais avoir assez de batterie pour demain et après-demain. Allez, je démonte le camp et puis bah c'est parti pour la route quoi. Dès que j'ai passé la Vézère, la rivière qui passait tout près du village de là où j'ai dormi, à Terrasson-la-Ville-Dieu, eh bien les paysages ont changé d'un coup. Je suis passé de la Dordogne à la Corrèze. En Dordogne, c'était beaucoup plus rocailleux avec des pierres assez rougeâtres et pas mal de châteaux avec des donjons carrés. Alors qu'en Corrèze, c'est beaucoup plus verdoyant. Il y a toujours plus de champs, mais il y a moins de rocailles, il y a moins de falaises. Et pour le coup, c'est très vallonné, puisque j'ai déjà 1384 mètres de dénivelé, alors que j'ai fait que 75 km pour le moment. Et là, je vois en face de moi le puits de la Monédière, mon point culminant de cette aventure, à plus de 922 mètres d'altitude. Ici, on a le Sucomé, qui est à 904 ou 905 à peu près mètres d'altitude. Et juste derrière, son petit copain, la Monédière, le puits de la Monédière, qui culmine à 922 mètres d'altitude. On va aller tout là-haut. Ça y est, j'y suis en haut de la Monédière. Franchement, le début ça va, jusqu'au milieu, quand on doit se séparer entre le Sucomé et la Monédière. Et puis après, mon vélo va tomber. La route est vraiment pas bonne, c'est une route forestière, donc elle est un peu déglinguée avec des cailloux dessus. Et ça monte plus que 15%. Je pense qu'il y a des passages vraiment à 20%, voire peut-être même plus. Faudrait que je revérifie sur Strava, mais en tout cas c'est assez dur, surtout avec un chargement de 20 kg. Là je pense que je vais profiter, je vais me mettre à l'ombre plutôt, parce qu'il fait encore un peu chaud. Et puis après je vais redescendre progressivement. Des champs. Ah, je me suis trompé quoi. En plus j'ai bien descendu comme un malpropre, piste gravel, tout allait bien, jusqu'à ce que je me rends compte que en fait là c'est bouché partout. Et je regarde sur ma carte et c'est pas du tout là. Perdu, on recommence.
Et voilà, je suis enfin arrivé de cette étape assez difficile à travers la Corrèze. Je suis arrivé en Creuse, j'ai poussé un tout petit peu plus loin. Je suis au lac de Vassévière, qu'on voit juste ici. Comme je vous ai dit en début d'épisode, j'avais plus beaucoup de batterie sur ma batterie externe. Du coup, j'ai décidé de prendre un camping. Alors, j'ai dû me dépêcher avant que l'accueil ferme. Sinon, j'aurais trouvé une autre solution. Hein. Donc là, je vais en profiter pour recharger cette batterie externe. Je vais essayer de faire sécher mon sac de couchage. Là, le temps que j'aille prendre une douche. J'en ai rêvé de cette douche et putain, ça va faire du bien après 150 km et 2600 mètres de dénivelé. Très très grosse étape. On est sur un montage type canadienne avec le vélo qui tient tout seul debout par magie. Non, en fait, il est tendu avec un premier tendeur ici, un deuxième tendeur ici qui permet de le maintenir droit et debout. Vous voyez d'ailleurs, il est penché, ça veut dire que toute la tension est ici. Il faudrait que je le redresse un petit peu. Il y a full sardine derrière, c'est tendu un max. C'est tendu ici tout d'abord, puis ici, puis je retends après ici, puis je retends en fait partout. Il faut changer plusieurs fois pour bien tendre la toile, pour éviter que ça fasse des flottements avec le vent. Et oui, je fais très bien le flottement avec ma main. Donc ce montage, je pense que ça fait un petit moment que je vous en parle, mais je ferai une vidéo spécifique avec plusieurs montages et je vous parlerai de celui-ci qui est très pratique puisqu'il n'y a pas besoin d'arbres aux alentours pour monter un hamac ou même le tarp. Et si je te parlais à présent de comment je fais pour planifier tout ce beau circuit? Alors en général, ça se passe en 2 étapes. J'utilise 2 applications différentes. La première c'est Komoot, la deuxième c'est Maps.me. La première donc, Komoot, ça me permet de tracer selon les endroits qui sont beaux à visiter. Vous avez une application pour les smartphones, mais vous avez aussi un site internet sur lequel vous pouvez aller. Alors je vous conseille plutôt de faire un trajet sur le site internet parce que c'est beaucoup plus simple. Alors pourquoi ce site plutôt qu'un autre? Parce qu'il en existe plein. Il y a Strava, OpenRunner, il y a le site Garmin Connect. Alors l'avantage c'est que de 1, il est gratuit. De 2, vous pouvez y voir des centres d'intérêt. C'est affiché en rouge, des petites pastilles rouges. Vous pouvez voir des photos. Si les personnes qui ont ajouté ces points d'intérêt ont mis des photos. Donc vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Mais aussi vous savez sur quel type de route vous allez rouler. Est-ce que c'est des pistes cyclables, des chemins, des sentiers ou est-ce que c'est des nationales? Et vous pouvez tout faire aussi pour éviter ces nationales. Vous avez aussi la possibilité de le paramétrer selon votre type d'activité, que ce soit gravel, sortie route, sortie vélo tranquillou, VTT, randonnée, alpinisme, etc. Il y a plusieurs sports. Et en dernier, vous pouvez aussi ajuster la moyenne selon votre niveau. Est-ce que c'est confirmé, expert ou alors débutant ou plutôt moyen? Et selon votre niveau, ça va être très important, vous pourrez ajuster la moyenne selon votre tour. Et vous pourrez à peu près estimer combien de temps vous allez faire par étape. Avec Komoot, je fais mon tracé en entier. Peu importe le nombre de jours, peu importe le nombre de semaines s'il faut. Là par exemple, je suis parti de Saint-Jean-de-Luz et je suis arrivé jusqu'à Tours. Et entre les deux, j'ai rajouté plein de petits points d'intérêt qui étaient sur la route que je voulais emprunter. Donc moi ici, j'ai juste fait le grand trajet et j'ai segmenté en fonction du nombre d'heures qui était estimé par étape. Ce que j'ai fait une fois que j'ai rajouté les points d'intérêt entre Saint-Jean-de-Luz et Tours, je regarde avec l'onglet qui est tout en bas et je regarde grosso modo où est-ce que j'arrive après 7 heures de vélo. Après je réajuste plus ou moins et je regarde les grandes villes qu'il y a pour les boulangeries, mais aussi pour avoir peut-être des spots ou des campings ou des points d'eau surtout. Donc c'est une valeur estimée en fonction de la moyenne que vous avez mise. Donc c'est très important d'ajuster votre niveau sur la barre qui est à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je sais à peu près vers quel endroit je peux dormir, mais ça peut être modifié selon si j'ai envie de continuer un petit peu ou si j'ai envie de m'arrêter avant. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, moi je passe sur l'application Maps.me. Ce que je fais avec Maps.me, c'est déjà je regarde sur mon écran d'ordinateur mon trajet avec Komoot et je mets des petits signets à chaque fois, à chaque petit village. Si je trouve des points d'eau ou des cimetières ou des boulangeries, je mets un signet à chaque fois. S'il y a un point d'intérêt que j'ai rajouté sur Komoot, je le rajoute sur Maps.me. En fait, Maps.me, c'est une application qui peut s'utiliser hors ligne. Vous avez juste besoin d'activer la localisation, pas besoin d'avoir les données mobiles, pas besoin de payer, vous avez juste besoin de télécharger des cartes au préalable. Quand vous avez le Wi-Fi, c'est mieux. Et une fois que vous avez ces cartes, donc vous pouvez les utiliser avec le mode avion. Et ça, c'est hyper pratique parce que ça permet d'économiser vachement de la batterie sur votre téléphone. Et ça, en bikepacking, la batterie, c'est très important. L'inconvénient, c'est que les trajets sont très mal foutus, contrairement à Komoot. La Komoot, c'est hyper instinctif, le trajet se fait rapidement, facilement, il va d'un point à un point B, il cherche pas des grandes routes ou il cherche pas des routes simples. C'est pas la meilleure application pour se diriger en tout cas, sauf si vous mettez plein de signets. Alors c'est hyper long à faire,
Souvent ça prend 1 heure, 1 heure et demie à regarder chaque point, etc. Mais franchement ça vaut le coup. Je vous en parlais hier concernant la nourriture, et ce qui est important et intéressant à faire avec Maps.me, c'est du coup de noter les boulangeries, mais aussi pourquoi pas les Michelin, des restaurants ou des McDo si vous préférez aller au McDo, etc. Vous pouvez même avec l'option recherche, rechercher des points d'eau ou des sources d'eau ou des fontaines ou des toilettes, ce qui est pour le coup très pratique. Ça va vous être utile pour éviter de chercher tout le temps, de vous arrêter tout le temps pour chercher une boulangerie, chercher des toilettes, chercher un cimetière pour avoir de l'eau. Vous l'aurez directement fait au préalable chez vous, là où vous aurez le temps, parce que quand vous êtes en bikepacking, bah flemme de chercher, vous avez juste envie de profiter de votre chemin, profiter de faire du vélo, profiter des paysages. Vous n'avez pas forcément envie de chercher, bah tiens, c'est où la boulangerie la plus proche, ou il est où le cimetière, à combien de kilomètres, enfin le temps de chercher, etc. La ville la plus proche, machin. Vous allez perdre un temps monstre. Et ce temps-là, personnellement, je préfère l'utiliser à faire du vélo, à regarder le paysage, plutôt que d'utiliser la batterie de mon téléphone, que j'ai besoin notamment pour faire ce genre de vidéo. Voilà, je pense avoir fini pour ces petits conseils de comment faire pour planifier un itinéraire. J'ai plus qu'à vous dire à demain pour de nouvelles aventures.